Mon père. Mes garçons se tiennent au bord de la jetée, et soit ils sauteront, soit ils ne sauteront pas. Nous sommes au début de l'été, en juin, sous le grand dôme du ciel, sur l'île où j'ai grandi. Les vagues arrivent de si loin que nul ne saurait dire quand ni où est née leur turbulence, seulement qu'elles transmettent une énergie qui se brise ici et se dissout dans le rivage. De la plage, je les observe, mes deux garçons. Mon père, exceptionnellement silencieux aujourd'hui, coiffé d'un chapeau pour se protéger du soleil, les observe, lui aussi. Il n'est pas encore vieux, mais en cet instant, je ne me rappelle pas exactement son âge. Si sa vie me paraît longue, c'est qu'il a changé plus que toute autre personne de ma connaissance. Un jour, je ne saurais dire quand, il a emporté toute sa grande colère avec lui en pleine mer, chassé le vent de ses voiles, puis est rentré chez lui, sans elle. Il m'arrive parfois d'oublier aussi mon âge. Quand on me demande celui de mes garçons, je l'arrondis au chiffre supérieur pour pouvoir m'habituer à leur âge à venir. J'observe mes garçons tout en parlant, et mon père m'écoute. La vie, dis-je, ou essayais-je de dire, qui vous arrive toujours à tant de différents niveaux, tous en même temps. Côte cassée. Cet été-là, pendant que ses fils sont en vacances avec leur père, elle rend visite à son amant à Berlin. « Vois-tu » dit-il en se penchant vers elle et en baissant la voix pour ne pas être entendu des passants. « Une chose de moi que tu ne sais pas, c'est que j'aime servir. » Chose surprenante à entendre de la part d'un homme de 2 mètres, bâti comme un boxeur poids lourd. En fait, il pratiquait la boxe en amateur. Mais il y a 1 mois, un court séjour à l'hôpital a révélé une lésion au cerveau et mis un terme à cette activité. Pourtant, pour elle et pour ses amis quand elle leur parle de lui, il est resté le boxeur allemand. L'appeler le boxeur allemand souligne leurs différences et préserve une impression de distance ironique qui l'ancre dans la nouvelle terre qu'elle a découverte il y a peu, tel un Christophe Colomb de l'âme, la terre de l'indépendance et de la liberté. Il se promène autour d'un lac étroit, tout en longueur, à l'orée de la forêt de Grunenwald, et discute pour savoir si, 80 ans plus tôt, il aurait été un nazi. Le boxeur allemand pense que c'est faire preuve d'ostentation morale que de prétendre, comme le font presque tous ceux de sa génération, qu'il ne l'aurait pas été. Je suis exactement le type d'individu qu'ils auraient recruté pour une de leurs napolas, dit-il, évoquant les prestigieuses écoles préparatoires où l'on formait les jeunes Allemands robustes, obéissants et plutôt intelligents à devenir des dirigeants de la SS. J'ai toujours idolâtré mes maîtres, m'efforçant de satisfaire la moindre de leurs exigences, parce que j'étais terrifiée à l'idée de décevoir leurs attentes. Cela, ajouté à ma taille et à ma corpulence, fait de moi précisément le genre d'individu qu'ils recherchaient. Et du coup, je me serais sentie honorée. C'est mon penchant pour les honneurs et les éloges, vois-tu, qui m'aurait catapultée dans les rangs de la SS. Et puis, tu aurais adoré l'uniforme, ajoute-t-elle, pensant à ces costumes confectionnés à Naples, non seulement sur mesure, mais selon des goûts très précis, pas de soie, aucune doublure, uniquement des matières rêches. Sur les rives du lac, des amoureux flirtent au soleil, et chaque fois qu'ils passent devant un couple séduisant, le boxeur allemand le lui désigne d'un air approbateur, ou peut-être même d'envie. Il a été heureux en ménage pendant près d'1 décennie. Superbement heureux, selon ses dires. Jusqu'au jour où sa femme, une actrice, l'a quitté pour un homme qui jouait Lancelot quand elle était Guenièvre à la Volksbühne. Depuis, il a perdu le sentiment qu'il avait eu toute sa vie, celui d'être né coiffé et invulnérable. Ses proches y voient une évolution positive, reconnaît-il lui-même. Car avant le coup porté par son divorce, il se montrait souvent insupportable. Mais il en a été brisé et aurait préféré rester heureux
et insupportable plutôt que ce qu'il est à présent. Arrivé au bar à bière, à l'extrémité est du lac, il s'arrête pour boire un verre. « Mais tu aurais tué ?» lui demande-t-elle, avec peut-être moins d'incrédulité qu'elle ne l'aurait fait envers quelqu'un qui n'avait pas de temps en temps mis un inconnu KO d'un seul coup de poing. « Bien sûr que j'aurais tué, » répond-il. « J'aurais tué en croyant, en ayant été formé à croire, que j'agissais honorablement. » Quand quelques jours plus tard, dans un texto, elle le décrit se pointant à sa porte en 1941, en bottes de cuir, il lui dit qu'une chose qu'il n'aurait jamais pu faire, c'est tuer des innocents. Cela paraît en totale contradiction avec ce qu'il a exposé si clairement pendant leur paisible promenade. Mais quand elle lui demande en retour quel genre de personne il aurait été sûr de pouvoir tuer, son texto reste sans réponse et flotte dans les limbes de WhatsApp. Un soir au restaurant, il déclare qu'effectivement, il n'aurait jamais pu frapper à la porte des gens et les déporter ou les exécuter. Pour qui le prend-elle ? Quand il a dit qu'il pouvait tuer, il pensait au combat, car il était convaincu qu'il aurait été affecté à la Waffen-SS et envoyé au front. À ce moment-là, elle n'est pas en mesure de lui demander ce qui lui permet d'attester qu'il n'aurait pas été affecté à la Gestapo ou même à la division tête de mort, qui supervisait les camps de concentration et d'extermination. Il reste silencieux en attendant leur dessert. Puis, le boxeur allemand laisse entendre qu'il se trompe peut-être. Non, peut-être qu'il ne serait pas devenu nazi après tout. Enfin, espérons-le, ajoute-t-il. Elle acquiesce d'un signe de tête. En vérité, dit-elle, leur conversation est impossible. Étant donné que ce qu'il est à présent n'est pas ce qu'il aurait été à l'époque, formé par des forces différentes, et ce qu'il aurait pu être autrefois n'existe pas. Mais naturellement, elle continue d'y penser. Un ami commun les mit en relation à New York, et par email, ils décidèrent de dîner ensemble le lendemain soir. Lorsqu'elle arriva au restaurant, il était déjà là. Il lui tendit une tige aux minuscules fleurs mauve pâle. Elle pensa qu'il l'avait cueillie en chemin. Mais il s'avéra qu'il en avait acheté tout un bouquet, dont il avait donné le reste à une femme enceinte dans le métro, qui les avait admirées et lui avait demandé à qui elles étaient destinées. Car à ce moment-là, il avait pris conscience qu'il avait acheté des fleurs pour une inconnue. Geste peut-être excessif. La conversation avançait sur un mode léger et rapide. Son nez n'était pas fragile, lui dit-il, seulement ses côtes. Il lui demanda si elle avait de longs bras, et avant qu'elle pût répondre, lui prit la main par-dessus la table et la guida jusqu'à l'endroit où la dernière côte à gauche, cassée nette, faisait saillie et flottait sous sa chair. Le serveur vint emplir leur verre. Après son départ, elle saisit à son tour la main du boxeur allemand et la guida vers la même côte sur son corps à elle, qui saillait selon le même angle, et cela d'aussi loin qu'elle s'en souvienne. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il étonné. « Vous avez dû vous la casser, vous aussi. » Mais pour autant qu'elle sût, elle ne s'était jamais cassé une côte. Les côtes, lui semblait-il, remontaient aux origines et essayaient de dire quelque chose, au milieu de leur confusion générationnelle, sur ce que signifiait être un homme et ce que signifiait être une femme, de dire si ces deux concepts pouvaient être considérés comme égaux ou différents, mais égaux, ou ni l'un ni l'autre. Le lit dans lequel elle dormait, un lit double king size, était trop petit pour le boxeur allemand qui dut s'y pelotonner comme un enfant. Une lampe en sel de l'Himalaya baignait son torse d'une lueur chaude et rosée, et il parlait de sa jeunesse à lui, dans une ferme près de la mer du Nord,
de ses parents qui, lorsqu'ils étaient invités chez des gens, apportaient toujours des fleurs qu'ils cueillaient dans les champs, de la façon dont cette habitude avait fait naître en lui le sentiment que toutes les fleurs devaient donner l'impression d'avoir été volées, des livres qu'ils aimaient, de la question de savoir s'il était étrange pour un Allemand de se retrouver au lit avec une Juive dont les grands-parents étaient des survivants de l'Holocauste, de sa sœur à lui, de son frère à elle, du fait qu'elle n'avait jamais voulu se remarier, du problème de la monogamie, des problèmes sans la monogamie. À 4 heures du matin, il lui annonça qu'il devait rentrer. Elle lui dit qu'il pouvait rester pour la nuit. Non, c'était impossible. Il était incapable de s'endormir avec quelqu'un. Quand elle se montra surprise, le visage du boxeur allemand s'assombrit. « Personne n'aime ça », fit-il, comme si un référendum avait été organisé dont le résultat était sans appel. Quand sa femme l'avait quitté pour un autre, elle lui avait déclaré que c'était parce que l'autre homme la tenait dans ses bras en s'endormant. Bien sûr, ce n'était pas la seule raison. Lorsqu'elle avait fini par admettre qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme et allait quitter le boxeur allemand, elle l'avait fait par téléphone. Et pendant la conversation, il avait pris des notes afin de ne rien oublier. Et en haut de cette liste, soulignait 2 fois le fait qu'il avait été incapable de tenir sa femme dans ses bras toute la nuit. Non, qu'il ne souhaita pas s'endormir à côté de quelqu'un, lui dit-il. Mais il ne pouvait tout simplement pas trouver la paix de cette façon. Il en avait toujours été ainsi. Son dernier souvenir d'avoir bien dormi avec quelqu'un à côté, c'était lorsqu'il avait 5 ans et qu'il avait demandé à sa mère de rester assise près du lit en lui tenant la main. Il se rappelait encore la sérénité de ce moment, le réconfort qu'il lui avait apporté. Et pourtant, chaque fois que le boxeur allemand évoquait le chagrin que son handicap avait causé à son épouse et à d'autres femmes après elle, on sentait dans sa voix la frustration et le ressentiment. Pourquoi ne comprenait-elle pas que c'était pénible pour lui de partager un lit, que cela le faisait souffrir? Liberté. Mes garçons sont assis sur la banquette arrière de la voiture, assommés par la chaleur et la journée de soleil, la tête renversée sur le dossier, et soit ils s'éloignent de la liberté, soit ils s'en approchent. Ce que je connais d'eux me donne l'impression de n'avoir jamais été aussi près de posséder quelque chose d'infini, et seule une infime fraction de cette connaissance peut prendre pied dans le langage. Et c'est en partie ce qui nous est demandé, non? Être témoin, être capable de raconter les histoires de nos enfants à partir du début. Exactement où et quand ils ont été conçus, comment l'aîné préférait le côté droit de l'utérus, manifestant très peu d'intérêt pour le gauche, et boxer la peau de mon ventre de son genou ou de son poing. Comment le cadet est venu au monde avec la mine méditative d'un philosophe, comme un air de léger scepticisme, mais aussi un empressement à se laisser convaincre. Énormes à la naissance, ils sont maintenant si minces qu'on voit leurs côtes quand ils ôtent leur t-shirt. Je sais tout de leur ossature visible sous la peau et de leur peau elle-même. Je connais l'endroit précis de chaque grain de beauté et la date de son apparition, les cicatrices et leurs causes. Je connais la direction dans laquelle poussent leurs cheveux, leur odeur la nuit, celle du matin et tous les visages qu'ils ont eus avant ceux d'aujourd'hui. Évidemment, je sais tout cela. Lorsque l'aîné se plaint d'être trop maigre et trop faible, je lui dis que mon frère avait la même corpulence que lui lorsqu'il était jeune, jusqu'au jour où, sans aucun signe avant-coureur, il avait changé. Que la maigreur est dans leur gène, que leurs bras fins comme des bâtons, leur taille étroite et leurs côtes saillantes, tout cela est inscrit dans leur corps comme une très ancienne histoire, mais que tôt ou tard, la masse écrira une autre histoire par-dessus cette petite taille et cette maigreur, et que les garçons qu'ils sont aujourd'hui disparaîtront, enfouis dans les hommes qu'ils seront devenus.
Le petit est trop jeune pour rêver de tomber amoureux. Il est entouré d'amour, et pour le moment, ça lui suffit. L'aîné, lui, a déjà commencé à en rêver, mais son corps n'est pas encore au diapason de ses sentiments. Il attend les changements qu'il va surprendre ses copains et craint qu'ils n'arrivent jamais chez lui, de ne jamais, à la différence des autres, connaître le désir. C'est comme un bouton électrique, me disent les amis qui ont des garçons. Un jour, le bouton répond et les choses ne sont plus jamais les mêmes. La porte se ferme d'un côté et s'ouvre de l'autre. Quand je vais l'embrasser dans son lit le soir, il se blottit contre moi et d'une voix soucieuse me dit qu'il veut rester un enfant, qu'il veut que rien ne change. Mais il n'est déjà plus un enfant. Il se tient sur le sable, entre le rivage et une mer en perpétuel mouvement, et comme on dit, l'eau monte